Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour presque la suite de la vidéo que j'ai tournée juste avant concernant les chutes, le bilan médical des coureurs sur le Tour du Pays Basque. Il y avait la chute de Mikel Landa. Comme je tourne cette vidéo-là juste à la suite, je n'ai pas encore actuellement le résultat du bilan médical de Mikel Landa qui avait chuté, mais il n'y avait pas que lui d'ailleurs. J'avais oublié de dire qu'il y avait Serrano et un autre coureur dont j'ai oublié le nom. Naturellement, on espère que tous iront bien. Non, là, le sujet de cette vidéo-là, c'est quels sont les recours, quels sont les moyens pour essayer d'assurer la sécurité des coureurs. Pour le moment, spoiler, il n'y a aucun consensus, ce sujet est entre guillemets trop frais. En tout cas, le sujet est régulièrement évoqué depuis des années. À ce niveau-là, c'est pas nouveau du tout. Alors pas du tout. Mais jusque-là, il n'y avait pas grand-chose qui a été fait cependant. D'accord. On en parle beaucoup, mais rien n'est fait. D'accord. Mais malgré tout, d'autre côté, on a des technologies de pointe qui sont de plus en plus perfectionnées. Donc, ça ne vous a pas échappé. Les coureurs vont de plus en plus vite. D'accord. Que ce soit en montée, en descente, sur le plat, tout le temps. D'accord. Ils vont tout le temps de plus en plus vite. Ils sont de plus en plus performants eux-mêmes. Donc, que ce soit le matos, que ce soit les coureurs, que ce soit. Voilà. Ils sont de plus en plus performants, ça va plus vite. Pareil, il y a certaines pratiques qui vont être évoquées dans une vidéo, dans celle-ci d'ailleurs, qui sont intéressantes. C'est vrai que moi-même comme ça, j'y ai pas forcément pensé, mais il y a quelques pratiques courantes dans le cyclisme qui ont évolué avec le temps et qui pourraient, en tout cas on peut se poser la question, et ça me semble évident de ne pas l'écarter, qui pourraient provoquer des chutes. Bon, voilà, il y a des sujets, de toute façon je pense rentrer un peu plus en détail au fur et à mesure, ce sera évoqué dans les vidéos. En attendant, on va commencer. Donc c'est une vidéo de Cyclisme Actu. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder. Tiens d'ailleurs. Voilà, pourquoi je l'ai pas fait ça. Je vous invite à aller voir. Il y aura bien un ralentissement avant Rambert. Alors, bon, d'abord, ce qui est gênant, c'est qu'on fait quelque chose dans la précipitation. Alors, par contre, on l'entend pas très bien. Je vais augmenter le son. Donc là, il parle de la chicane de la trouée d'Arambert. Ils veulent savoir ce que Cyril Guimard en pense. Bon, vous êtes censé suivre un peu le cyclisme, je vais pas vous dire qui est Cyril Guimard. S'il vous plaît. Faites vos recherches si jamais vous connaissez pas ce grand monsieur du vélo. Sur le principe de réfléchir à mettre en place des moyens pour éviter les grosses chutes ou les chutes graves me paraît tout à fait légitime. Mais là, on parle de quelque chose qui va peut-être d'ailleurs être plus dangereux que l'entrée normale sur les pavés. Et moi, ce qui me gêne énormément, c'est quand même que les coureurs n'ont pas été prévenus, n'ont pas été consultés, mais les groupes sportifs. Bon. Donc là, ce qui est à ressortir de cet extrait-là, c'est que, en effet, cette chicane-là semble pas sécurisée du tout, puisque de toute façon, comme ce que je l'avais déjà expliqué, les coureurs vont essayer d'arriver placés. Historiquement, ils accélèrent. Pourquoi est-ce qu'ils accélèrent? C'est pas juste pour le plaisir d'avoir plus de sensations. Non, c'est pour arriver placé dans la trouée d'Arambert. Parce qu'on passe sur une route de 8 mètres de large à, grosso modo, une route qui va faire 3 mètres de large. Parce qu'en plus, imaginez bien que là, sur cette route que vous voyez, il va y avoir des barrières de chaque côté du public. Ok. Donc ils vont passer de 8 mètres de large à 3 mètres de large. Donc il faut accélérer pour se placer. Et il y en a beaucoup qui vont se placer, donc forcément ça va entrer une certaine émulsion, enfin une certaine dynamique qui fait que ça va accélérer. Mais cette chicane-là, imaginez-vous en train de la faire. De toute façon on avait vu aussi, souvenez-vous, bah tiens d'ailleurs du coup je l'ai encore là. Cette chicane, pour la passer, on est bien d'accord. Pour être le premier à arriver sur les pavés, et ça va être important. Il va falloir arriver placé, parce que là, vous êtes quasiment à l'arrêt au bout de la chicane. Et là, vous reprenez du rythme, vous relancez. Et après, vous devez refreiner encore un peu, ou décélérer du moins, pour repartir, pour arriver sur les pavés. Donc, vous allez arriver de manière très lente. Ça va étirer encore plus le peloton. Et donc, l'intérêt d'être bien placé est encore plus fort. Donc, potentiellement, il y a une... Peut-être que la course reprenant ses droits, peut-être même qu'ils vont accélérer encore plus parce que ça sera encore plus important d'être bien placé, ça sera encore plus compliqué parce que là, les premiers coureurs qui vont arriver sur les pavés, ils auront beaucoup d'avance par rapport à quelqu'un qui sera en 40e position, imaginez. Donc ça m'a l'air contre-productif, en plus d'être dangereux, en fait on rajoute un danger.
De même, si le pavé est glissant, les coureurs vont arriver avec assez peu de vitesse, donc physiquement ça va être compliqué. De toute façon, il y a la vidéo d'après qui va en parler. Et puis il va falloir aussi remettre encore plus de puissance. Physiquement, ça va être encore plus dur. Mais ça, la vidéo d'après va mieux l'expliquer que ce que je m'apprête, ce dans quoi j'allais me lancer là. Donc on va passer à l'extrait suivant. Je vous passe pas tout, ça fait 9 minutes, c'est peut-être un petit peu trop long. Et par rapport aux propos que je veux tenir dans cette vidéo-là, tout n'est pas forcément important. Alors j'avais noté quelque part, je crois que j'avais quelque chose par là. Interdisent les oreillettes sur le Tour de France et sur leur cours. Non. Il y a le responsable du CPA, qui est une commission de l'UCI, qui dit attention, c'est trop dangereux. Et ASO dit oui, ok. Alors moi je vais demander à ASO et à M. Gouvenot, ce qui est très simple. Moi j'en ai marre de voir des tas de 30 coureurs sur la route. J'en ai marre. Et ça finit par me dégoûter. Mais est-ce qu'on interdit les oreillettes? À ASO, est-ce qu'ils interdisent les oreillettes sur le Tour de France et sur leur cours? Non. Or c'est là le plus grand danger des coureurs, c'est les oreillettes, les ordinateurs, avec les GPS. Bon, attendez, il faut arrêter. Si on veut s'occuper de sécurité, c'est pas que Paris-Roubaix, c'est l'ensemble du calendrier. Et si on veut protéger les coureurs, eh bien, ne leur imposons pas des outils qui leur fait perdre leur vigilance, leur capacité de réaction. Quand on vous parle dans les oreilles, je suis désolé, vous avez une perte d'attention totale. Ouais. Bon, on sait très bien que les freins à disque, le nombre de coureurs qui se sont retrouvés coupés par les freins à disque, mais ça, il ne faut pas y toucher. Il y a d'ailleurs une bonne intervention de Marc Madiot qui souligne tout ça avec beaucoup de discours. Non, si on veut jouer là-dessus, il faut arrêter de jouer avec une poignée. Donc oui, l'histoire des oreillettes, etc., et des petits compteurs, les compteurs Garmin, là, c'est vrai que c'est quelque chose, même certains coureurs dans le peloton avaient mis en avant le fait que certains, même dans des descentes, alors moi ça me semble complètement aberrant, mais bon, a priori, ça reste leur parole, ça vaut ce que ça vaut, mais a priori, même certains feraient les descentes en regardant plus le compteur que la route, donc il y aurait un vrai manque de vigilance sur ce qu'il y a aux alentours. Et pareil, oui, il y en a qui disent, typiquement pour le Tour du Pays Basque, ouais, le virage, pourquoi est-ce que le virage n'était pas sécurisé, etc., etc. En soi, la route était belle, elle n'était pas glissante. Visiblement, il y aurait peut-être un manque d'attention d'un coureur ou deux, ça allait peut-être un peu trop vite dans le virage. Peut-être est-ce que c'est une erreur des hommes qui étaient à l'avant, mais factuellement, on ne peut pas sécuriser tous les kilomètres des courses. Ça semble irréalisable, on ne peut pas tout sécuriser. Imaginez une étape de 150 km. On ne peut pas sécuriser 150 km, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors toutes les descentes. Enfin, il y a un moment, surtout qu'il n'y a pas des chutes que en descente non plus. Donc ça semble pas réaliste. Mais par contre, là où je suis entièrement d'accord avec les propos de Cyril Guimard ici, c'est que selon moi, il faut trouver des méthodes rationnelles, logiques et lucides, mais qui marchent pour l'ensemble des courses de tout le calendrier cycliste pour que les coureurs se mettent moins en danger. Parce que pareil, on a vu d'autres pratiques. Un poisson pilote de la IF, alors j'ai plus l'extrait là comme ça, mais le poisson pilote lance son sprint et plutôt que de se décaler une fois qu'il a fini son job, plutôt que de se décaler complètement sur la gauche de la route, et il va juste faire un petit écart et puis il se laisse reculer petit à petit, quitte à gêner le sprinter qui est derrière. Il a failli provoquer un accident, d'accord, ça c'est une pratique qui déjà c'est de la triche, parce il cherchait à gêner les sprinters adverses, ce qui pour le coup a fonctionné, mais au-delà de ça, c'est très dangereux, ça devrait être sanctionné ce genre de comportement. J'ose espérer que c'est pas comme ça trop souvent, d'accord, et que ça reste marginal, mais cependant, faut pas hésiter à sanctionner ce genre de comportement très dangereux, parce que là je parle d'un sprint final d'une étape, les mecs qui roulaient à 60-70 km/h. C'est très dangereux. Déjà pour le gars qui fait ça à lui-même et puis pour toutes les autres personnes derrière. Parce qu'encore une fois, il y a 30, 40, 50 personnes derrière qui arrivent à pleine balle aussi. Hein. Bien. Et donc, extrait suivant. Donc voilà, trouver des solutions de sécurité plus globales semble plus pertinentes que ponctuellement à un endroit ou deux sur quelques courses. Enfin, ça n'a pas trop de sens. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, la chute de Van Aert, de toute façon, en plus, ils vont en parler. La chute de Wout Van Aert, ça se passe sur une ligne droite.
Il n'y a pas de pavé, il y a pas de virage, il y a rien, d'accord? Et la chute a été très grave quand même. Mais il va en parler un peu, vous allez avoir son avis. Est-ce que c'est Surtout sur des problèmes aussi graves que la sécurité. est-ce que c'est pas la chute d'à travers la Flandre avec Van Aert, Pedersen et tout qui a un peu provoqué cet état d'urgence chez certains coureurs et par conséquent chez le Oui, CPA? mais alors qu'ils s'expriment Ouais. correctement. Hmm. Et à ce moment-là, qu'ils prennent la sécurité dans leur globalité. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me choque sur la chute de Van Aert. Vous avez Tige Benoît qui dit « Ah, il m'a demandé d'accélérer. » Et je me suis mis en arteuse et il touche ma roue. Il avait les mains où? Est-ce qu'il n'était pas... Est-ce qu'à l'oreillette, il n'a pas dit « Tu peux accélérer ?» Si l'autre, il se met en danseuse devant, tu touches la roue. Mais ça, personne n'en parle. Ouais. Et c'est pas le seul cas. Oui, on sait que globalement. Voilà, encore, bon, ça reste encore sur la thématique de l'oreillette et enfin, qu'ils aient pas les mains sur le guidon, qu'ils aient des nuisances, des pollutions, des choses qui vont leur empêcher d'être plus réactifs au volant, bah, oui aussi, enfin au guidon. On n'a pas le téléphone au volant, on ne doit pas avoir de compteur GPS ou d'oreillette sur le vélo. Enfin, vous comprenez l'idée, c'est un peu ça finalement, d'accord? C'est un petit peu les mêmes règles. D'autant plus que comme on sait qu'ils vont toujours plus vite, les réflexes, le temps de réaction est d'autant plus important. Voilà. Alors, on n'est pas là, par contre, voilà, on n'est pas là pour militer, pour dire, ouais, il faut plus d'oreillettes, non, il faut plus les compteurs, tout ça. On est là pour se dire, il y a des soucis, on essaye de voir ce qui est possible, ce qui semble cohérent aussi, et qu'est-ce qui peut provoquer toutes ces chutes, d'accord, qui sont quand même graves. Et vous avez eu plusieurs exemples lors de la vidéo que j'ai fait sur le bilan médical des coureurs. Vidéo suivante avec Fritsch. Oh là, bah je suis désolé, mon cher Fritsch. Alors, j'ai mis à 30 secondes. Fritsch a souvent des analyses très 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 pertinentes. Hein. Je vous reconseille vivement ses analyses. Hop, je m'abonne à Eurosport France, c'est fait. Je pense pas à m'abonner, je suis un très mauvais viewer, je reconnais. Mais abonnez-vous à vous. Soyez des bons viewers, abonnez-vous, mettez le pouce bleu et la cloche si vous voulez signifier des nouvelles vidéos. Bon, moi pour le coup, tout ça j'ai pas envie. Les notifications, c'est pas trop mon délire. Alors Nicolas Fritsch, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc c'est sur la même thématique, vous aurez compris. km/h dans l'enfer et une petite chicane à l'entrée de la Trouée d'Arambert. Ceci dans le but louable de les faire arriver beaucoup moins vite parce qu'on sait que maintenant les coureurs arrivent à 60-70 km/h dans l'enfer. Et ça, c'est logique de vouloir faire en sorte que les coureurs arrivent beaucoup moins vite parce que évidemment c'est extrêmement dangereux. Il s'avère que je n'ai jamais participé à Paris-Roubaix, en tout cas chez les pros. En revanche, j'ai pratiquement reconnu tous les secteurs pavés, que ce soit à l'époque ou même plus récemment. En revanche, il y en a un que je n'ai jamais voulu affronter, je dis bien affronter, c'est la Trouée d'Arambert. Je suis honnête, ça me fait peur. Donc évidemment, ça fait peur aussi aux coureurs. Aujourd'hui, et moi, j'arrivais pas, enfin, je ne serais pas arrivé à 70 km/h, mais à 25 à l'heure. On parle beaucoup de sécurité, et là, c'est vraiment presque le paroxysme de l'année en termes de danger. Donc ça me paraît normal. En revanche, moi, ce que je remets en cause, c'est le timing, parce qu'il est évident qu'à 4 jours du départ, on ne peut pas trouver une bonne solution. C'est impossible. Donc il y a une solution qui a été trouvée, mais je la trouve pas bonne. Alors certes, les coureurs arriveront. Alors, pour des raisons de sécurité et suite à une demande du CPA Cycling, l'organisation de Paris-Roubaix procède à une modification de l'approche de la Trouée d'Arambert. Le parcours empruntera une chicane juste avant l'entrée du secteur pour ralentir la vitesse d'entrée dans celui-ci et limiter les risques de chute sur les pavés. Beaucoup moins vite, mais dans la tranchée d'Arambert, mais ils arriveront très vite juste avant. Et en fait, on reporte le danger en quelque sorte. Alors du coup, les coureurs vont tomber, je pense. C'est comme si on avait acté que de toute façon, il va y avoir une chute, et autant chuter sur le bitume plutôt que chuter sur les pavés. C'est pas faux, ça fait un peu moins mal certainement. C'est vraiment la vie que j'ai, moi, quand j'ai découvert cette chicane, c'est vraiment l'image que je me suis faite. De toute façon, foutu pour foutu, autant mettre un truc qui soit un peu, au moins qu'on pourra contrôler un peu plus. C'est vraiment l'idée que j'en ai vue. Alors, naturellement, c'est pas ça l'idée qui est derrière, mais quelque chose fait comme ça à la va-vite sur le pouce pour la sécurité des coureurs, pour un sujet aussi important et crucial que la sécurité des coureurs en course, c'est léger. Dernier extrait. Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, enfin, et tous les autres, mais surtout évidemment.
Et malheureusement, sur ce Tour du Pays Basque, on a vu, de belles chutes, de grosses chutes, Roglič, puis encore le lendemain évidemment, c'est la grosse chute de ce Tour du Pays Basque qui va amputer, cette magnifique course de ces 3 têtes d'affiche. Je pense que ces chutes à répétition, en nombre effectivement, mais surtout en violence, en un côté plus spectaculaire qu'avant. C'est pas le fruit du hasard. Je l'avais déjà dit, hein, les vélos sont des Formule 1, vraiment. Hyper aérodynamiques, hyper rigides. Alors quand tout va bien, c'est parfait. Dans les belles lignes droites pour rouler, pour envoyer des watts, c'est nickel, ça va très, très vite. On y rajoute également le textile aéro, les casques aéro, les lunettes aéro, on voit ces fameux casques de chrono aussi. Les cyclistes aujourd'hui vont beaucoup plus vite qu'avant. C'est un fait. Le problème, c'est que les infrastructures font tout pour qu'on aille moins vite, hein, notamment les automobilistes. C'est pas adapté à des courses cyclistes qui, elles, vont plus vite. Là, il fait référence à toute l'urbanisation, tout ce qu'on fait au niveau des routes, les ronds-points, les dos d'âne, etc., etc. C'est vrai que ça, c'est une remarque que tout le monde a dû se faire au moins une fois, mais depuis longtemps. On met en place de plus en plus de choses pour freiner la vitesse de circulation des automobilistes. Nous, en France, d'ailleurs, on est les champions au niveau des ronds-points, et largement, on a pas mal d'avance là-dessus. Voilà, cocorico. Mais du coup, toutes ces infrastructures-là créent d'autant plus de dangers et de risques potentiels pour les coureurs. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Ce qui veut dire que là, ne serait-ce que juste la circulation, l'état de la route, fait que la circulation est plus dangereuse qu'il y a il y a quelques années. D'accord? C'est un fait. Après, allez pas me chercher des exemples dans les années 40, 50, 60, où oui, peut-être que les mecs qui roulaient, c'était du gravier, mais soyez pas extrêmes non plus dans vos exemples. Mais c'est un fait. En tout cas, on met de plus en plus de choses pour freiner la circulation, là où les coureurs, à l'inverse, vont de plus en plus vite. Il y a un moment où ça passe plus. Donc il y a un problème, évidemment. Là, on a vu sur le Tour du Pays Basque, bah, c'est une petite bosse sur la route. C'est pas grand-chose, mais avec des vélos ultra rigides qui vont très vite, bah, la petite bosse, ça se transforme en, imaginons, une Formule 1 qui roule sur un dos d'âne. Bah, elle vole la Formule 1. Bah, c'est ce qui se passe maintenant dans le cyclisme. Il y a un vrai problème d'incompatibilité finalement entre des Formule 1 et un terrain de jeu qui ne sont pas des circuits de Formule 1, quoi. On y rajoute également le fait que, bah, techniquement, certains sont capables de piloter des Formule 1. Évidemment, Mathieu Van Der Poel, on se rappelle Thomas Pidcock dans la descente de l'Alpe d'Huez. Lui, il sait tirer parti de tout ça, c'est un pilote de Formule 1. Et c'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, j'aurais pas du tout su exploiter un vélo aussi rapide, aussi performant. J'étais un mauvais descendeur. Et si le problème, c'est que quand des coureurs comme moi ou meilleurs descendeurs que moi. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà, donc ils ont tous les deux ont des messages très pertinents et intéressants à passer, je trouve. Après, j'ai vu d'autres choses passer, évidemment, c'est un sujet dont tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, se sont emparés. Bon, j'ai vu de tout et aussi de n'importe quoi aussi, c'est arrivé. Mais bon, je vous ai parlé de ce qui me semblait le plus pertinent, intéressant et rationnel surtout. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Même pouvoir avoir un petit échange à ce sujet-là, ça pourrait être quelque chose qui serait très intéressant, je pense, pour essayer de sortir, grandir de tout ça. Et peut-être qu'il y a certains aspects que je n'ai pas, certaines notions que je n'ai pas, et peut-être que je me fourvoie complètement par rapport à certains sujets, c'est pas impossible non plus. Je ne suis pas un expert du tout. Cependant, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Allez, bye.